Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les PEA avec leurs spécificités, leurs avantages, leurs inconvénients. Donc cette vidéo, c'est vraiment le comparatif le plus complet que vous allez pouvoir trouver pour choisir le PEA qui est vraiment adapté à vos besoins. Là, vous allez voir, il y a plein de plateformes disponibles qui permettent d'investir sur le PEA. Il y en a peut-être quelques plateformes que je n'ai pas citées, mais vraiment, il y en a 80 voire 90% des plateformes qui permettent d'investir via le PEA. Donc elles sont listées ici. Et vous aurez l'ensemble des variables qui vont permettre d'affiner votre choix. Donc les informations générales, les conditions d'ouverture, les frais, avec tous les différents sous-frais, on va dire, l'univers d'investissement avec les produits, les fonctionnalités, l'expérience utilisateur, le service client, la grosse valeur ajoutée et notre opinion personnelle. Voilà, donc là, vous avez vraiment, pour moi, c'est le comparatif le plus complet que vous allez pouvoir trouver. On va vraiment aller sur chaque variable en détail pour que vous puissiez comprendre et affiner votre choix. Bien sûr, cette vidéo, je mets un petit disclaimer, c'est pas un conseil investissement et c'est pas parce qu'on met classement global 1, 3, 2, etc. que ça veut dire ça c'est le meilleur. C'est plutôt nous, selon notre vision, selon nos critères, on pense que celui-là est le plus adapté. Mais il se peut que par exemple un qui a un numéro, un classement qui est pas dans les premiers, qui soit plus adapté à un type de personne ultra spécifique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter juste à la première colonne ici, classement global. Il faut vraiment comprendre cela en détail. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de rentrer en détail sur ce comparatif, j'aimerais qu'on comprenne en détail ce que c'est le PEA. Comme j'imagine, vous souhaitez investir sur le PEA, vous avez les grandes lignes, mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de rentrer en profondeur pour que vous puissiez tout comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas tout, quand on va aller sur le comparatif complet, vous serez peut-être un peu perdu. Donc, tout ce qu'il faut savoir sur le PEA rapidement. Donc, l'objectif du PEA, c'est une enveloppe fiscale française destinée à favoriser l'investissement en actions européennes tout en offrant des avantages fiscaux pour les gains, dividendes plus plus-value. L'objectif, encourager l'épargne long terme et que l'on investisse dans les sociétés européennes via des ETF éligibles et que ça permet d'optimiser fiscalement. Au niveau des avantages fiscaux, il y en a deux. Le premier et le plus connu, c'est qu'après 5 ans de détention, on va avoir un avantage fiscal. On sera plus imposé à 30% sur nos gains, mais uniquement à 17,2. Ça, c'est le premier avantage que la plupart des gens savent. Le deuxième avantage que un peu moins de gens savent, c'est que c'est une enveloppe capitalisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le PEA, imaginons que vous aviez une action, je ne sais pas, une action Schneider Electric. Eh bien, vous l'achetez à 100, vous la revendez à 200. Donc, vous faites une plus-value de 100 euros. Tant que cet argent qui est lié à cette vente, vous ne le retirez pas de votre PEA, vous ne serez pas imposé. C'est une enveloppe capitalisante. Ça veut dire que tous les gains qui restent sur le PEA, que vous ne sortez pas de votre PEA, ne seront pas imposés. Si vous avez toujours des euros sur votre solde d'espèces qui viennent de plus-value ou de dividendes, vous ne serez pas imposé. Vous serez imposé uniquement en cas de retrait du PEA. Donc c'est pour ça que c'est une enveloppe très avantageuse, parce qu'elle est capitalisante, plus on a l'avantage fiscal que je vous ai décrit précédemment. Maintenant, au niveau des conditions d'ouverture et des éligibilités principales. Donc, il faut être résident fiscal français, être majeur, et c'est un seul PEA par personne. Le premier versement fixe la date d'ancienneté du plan. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quand je vais ouvrir mon PEA que je vais lancer le décompte pour avoir, après 5 ans, l'avantage fiscal. C'est quand je vais faire le premier versement. Il n'y a pas besoin d'investir. Il faut juste faire le premier versement. On peut mettre, sur certains PEA, ça va être 10 euros, d'autres 100 euros. On peut vraiment mettre le montant minimum qui va permettre d'acter la date de lancement, la date de début de ce PEA. Maintenant, les types de PEA. Il y a 3 grandes familles de PEA, on va dire. Le premier, c'est le PEA classique, celui sur lequel on va vraiment rentrer en détail dans cette vidéo avec le comparatif. Donc, PEA classique, plafond de versement de 150 000 euros destiné aux actions européennes. Ça veut dire que sur mon PEA, je peux avoir 1 million au total. C'est possible, ça sera assez rare, on va dire. Mais en gros, au maximum, je peux verser 150 000 euros et ces 150 000 euros peuvent être investis. Et si je le garde très, très, très longtemps, que je fais des bons investissements, eh bien, je peux monter à beaucoup plus. Mais mon PEA, il ne sera jamais plafonné à 150 000 euros sur la valeur totale. C'est uniquement sur le capital que je vais injecter dedans. Ce sera au maximum 150 000 euros. Donc, PEA classique, c'est celui-là. PEA PME, il sera pour les PME, petites et moyennes entreprises, et ETI, entreprises de taille intermédiaire européenne, avec un plafond de 225 000 euros. Donc, ça veut dire que ça va être 150 000 le PEA classique et 75 000 le PEA PME. Et au total, les deux, ce sera 225 000 euros. Au niveau du PEA jeune, donc c'est pour les personnes qui ont moins de 25 ans et qui sont toujours rattachées au foyer fiscal des parents. Là, on ne va pas avoir un plafond de 150 000 euros comme sur le PEA classique, mais ce sera surtout un plafond de 20 000 euros. Et après nos 25 ans, ça se transforme automatiquement en PEA classique. Au niveau des supports éligibles, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre fameux PEA? Donc déjà, c'est un plan épargne en actions. Donc c'est des actions, donc on n'aura pas d'autres classes d'actifs comme des obligations, des matières premières, des cryptos, autres. C'est des actions, en plan épargne en actions, donc ce sera des actions. Donc quel type d'actions? Donc des actions d'entreprise domiciliées en UE. Ça peut être aussi des parts d'OPCVM. Donc OPCVM, ça veut dire des fonds actifs, donc des fonds sur lesquels les gestionnaires vont
investir les titres de manière avec une stratégie qui est propre à leur thèse d'investissement. Et après, on peut aussi avoir des ETF, qui sera une gestion passive qui va suivre un indice, où là, les décisions d'investissement de l'ETF, ce ne sera pas des personnes qui vont les faire, ce sera plutôt que se passe-t-il dans le marché, et l'ETF va copier ce qui se passe dans le marché, selon la politique de l'indice. Et donc tout ça, ça doit être des actifs qui sont domiciliés en UE, donc en Union européenne, que ça soit compatible au PEA. On peut aussi avoir des titres non cotés sous condition. Voilà, les obligations pures non éligibles et limites sur exposition Europe via ETF synthétique. Donc, ce sera les titres non cotés surtout sur PEA, PME. Obligations pures, comme je vous l'ai dit, c'est plan épargne en action, donc on n'aura pas d'obligation. Il se peut que sur certains ETF ou OPCM, on a une toute petite obligation qui sera vraiment marginale. Donc, je préfère faire le raccourci et dire qu'il n'y a que des actions, même si en vrai, on peut avoir un peu d'obligation qui sera vraiment marginale. C'est vraiment, on va rentrer dans le geek du PEA, être vraiment très geek, mais dans la plupart des cas, vous n'en aurez pas. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que les ETF, ils doivent être domiciliés en UE, mais pas forcément, ce ne sera que des ETF qui vont suivre des indices européens. On peut avoir un ETF qui est domicilié en Europe, qui suit un indice américain via les ETF synthétiques. Si vous voulez, on reviendra dessus après, mais sachez que c'est possible. Donc, par exemple, un ETF synthétique domicilié en UE peut offrir une exposition aux actions américaines en respectant l'éligibilité du PEA. Pourquoi? L'ETF va être domicilié en UE. Donc, dedans, l'émetteur sera en Union européenne, par exemple la France. Dans le fond de cet ETF, on peut avoir des boîtes uniquement européennes. Et via un contrat, un swap, ce qu'on appelle un contrat dérivé, on va prendre la performance des boîtes de l'indice américain alors qu'on ne les a pas en portefeuille. C'est juste qu'il y a une contrepartie qui va nous donner cette performance et via un contrat dérivé. C'est peut-être, si vous êtes débutant, c'est peut-être nouveau, mais sachez que ce n'est pas un produit qui est très compliqué en finance, c'est un produit qui se fait beaucoup. Quand on est non financier, ça peut paraître un peu barbare, mais sachez que utiliser ce genre de produit, ce n'est pas prendre des risques énormes, c'est un produit qui est très utilisé depuis des décennies et des décennies en finance. Maintenant, au niveau des plafonds de versement, je vous l'ai déjà dit, donc PEA classique 150 000 de versement, plus-value réinvestie ne compte pas dans le plafond. PEA jeune, c'est 20 000, PEA PME 225 000, avec au maximum PEA classique plus PEA PME. Et on peut avoir un transfert entre établissements qui est possible sans perdre l'ancienneté fiscale, mais on peut avoir des frais de transfert et il peut y avoir des conditions du nouvel établissement. Au niveau des frais de transfert, ça se négocie, vous pouvez les passer à zéro. Quand vous voulez faire un transfert, souvent la banque, donc si vous passez d'une banque A à une banque B, la banque A va vraiment, je ne vais pas me prononcer sur toutes les banques ou sur tous les établissements qui permettent d'avoir un PEA, mais pour la plupart, ils traînent un peu. Donc, si vous voulez faire un transfert et que ça prend longtemps, c'est pas forcément que vous avez mal fait quelque chose, c'est juste que c'est comme ça. Maintenant, fiscalité, retrait, durée et imposition détaillée. Donc, sans retrait, comme je vous l'ai dit, l'imposition est différée comme c'est une enveloppe capitalisante. Les gains non soumis à l'IR tant qu'ils restent dans le PEA, prélèvements sociaux, dû au retrait. Comme je vous dis, enveloppe capitalisante. Ensuite, retrait avant 5 ans. Ça clôture en règle générale les gains imposables au PFU 30% ou options sur le barème. Il y a des exceptions, licenciement, validité, création d'entreprise, mais bref, s'il n'y a pas d'exception, vous pouvez retirer vos gains du PEA, juste cette clôture, et vous ne pourrez plus après utiliser l'avantage fiscal des 17,2%. Sauf si c'est cas exceptionnel. Et après 5 ans, exonération d'IR sur gain, donc vous aurez uniquement les prélèvements sociaux à 17,2, et retrait partiel possible sans clôture ou retrait, vous pouvez tout retirer, mais après, bon, vous ne serez plus investi. Maintenant, au niveau du fonctionnement, les versements, arbitrage, dividendes. Donc les versements, en vrai, vous pouvez les faire quand vous voulez, ils peuvent être périodiques, ponctuels, dans la limite du plafond. Et comme je vous le dis, le premier versement, ça matérialise l'ouverture. Les arbitrages, vous pouvez faire achat-vente sans imposition immédiate. Comme je vous l'ai dit, c'est une enveloppe capitalisante. Et les dividendes perçus et réinvestis sans imposition immédiate, pour le même principe que c'est une enveloppe capitalisante. Les cas particuliers, on peut avoir un cas d'exonération de clôture pour retrait avant 5 ans, donc licenciement, invalidité, départ en retraite, création ou reprise d'entreprise, ou en cas de décès du titulaire, clôture du PEA, traitement fiscal particulier, IR exonéré sur gain, prélèvement sociaux dû selon sa situation. Donc bref, ces cas-là, je ne vous les souhaite pas. J'imagine que vous serez plutôt dans le cas qui est lui, retrait après 5 ans. Mais bon, s'il y a des cas qui arrivent, des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver dans la vie, au moins vous savez à quoi vous pourriez vous exposer pour vous ou pour des proches. Maintenant, avantages et inconvénients. Avantages, je vais me répéter, mais fiscalité attractive après 5 ans, absence d'imposition sur arbitrage, enveloppe capitalisante. On encourage à investir sur l'Europe. Et même si on est limité sur des actifs, via les ETF synthétiques, on peut un peu investir sur tous les titres. On pourra juste ne pas avoir forcément des obligations pleines, des cryptos pleines ou des ETF à réplication physique
sur des indices non européens ou des actions individuelles qui ne sont non européennes. Les inconvénients, c'est un peu ce que je viens de vous dire aussi. Plus plafond de versement, il y a une limite. On a une restriction sur les types de titres pour avoir une clôture avant 5 ans et une fiscalité lourde en cas de retrait précoce. Limite pratique, donc on n'a pas accès au marché US de manière directe et on peut avoir des frais de courtage qui peuvent être assez élevés selon les plateformes et on n'a pas tous les ETF. Donc, les bonnes pratiques, il faut bien choisir son prestataire parce que faire un transfert, comme je vous l'ai dit, c'est long, ça prend du temps, c'est chronophage. Et pour avoir aidé des personnes à faire des transferts de PEA, franchement, ça peut être très compliqué. Pas que la plateforme sur laquelle vous voulez envoyer votre PEA ne veut pas. En général, c'est plutôt la plateforme sur laquelle vous voulez enlever votre PEA. Et parfois, il y a juste plein de plateformes qui n'ont pas les bons process, donc ça prend du temps. Donc c'est pourquoi, si vous voulez lancer votre premier PEA, regardez cette vidéo en détail, peut-être regardez-la plusieurs fois parce qu'elle pourra sûrement vous aider et vous empêcher de perdre beaucoup de temps si vous voulez faire un transfert par la suite. Et donc voilà, et après bien sûr sur l'investissement, être diversifié, viser le long terme, avoir un suivi régulier, vérifier les frais, etc., etc. Donc ça, je pense, je vous apprends rien. Donc pour aller plus loin, comme je vous le dis, action américaine via PEA avec des ETF synthétiques. Donc maintenant qu'on est au clair sur le PEA, je vais revenir sur ce comparatif qui est assez costaud. Ce comparatif, je vais vous le mettre dans la description. Comme ça, vous pourrez fouiller de votre côté. Vous ne serez pas obligé de prendre des screens à gauche, à droite. Ce n'est pas un document secret. C'est un document sur lequel on vous donne accès parce qu'on pense qu'il y a plein de PEA. Les informations, elles peuvent être dures à trouver pour comparer. Donc, nous, on a fait ce travail de vous rassembler ces informations pour avoir une vision plus claire. Ça ne veut pas forcément dire, on a fait vraiment le travail au mieux, ça ne veut pas forcément dire que toutes les informations sont à 100% exactes. On a fait notre mieux pour qu'elles le soient. Peut-être il y a des petits écarts, mais on n'a pas fait volontairement des écarts. Et quand il y a des changements, on fera à notre maximum pour le mettre à jour. Ça ne veut pas forcément dire que quand il y a une nouvelle, la seconde d'après, ce sera mis à jour. Tout doit se faire manuellement, mais on fera notre maximum pour le mettre à jour, pour avoir les informations les meilleures qui soient. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça, c'est une vérité générale et qu'il faut se baser uniquement sur ça. On a fait notre mieux pour que ça le soit, mais peut-être prenez ça comme première information pour faire votre raisonnement et après peut-être aller checker un peu plus loin avec d'autres informations. Normalement, si on a bien fait notre travail, il n'y aurait pas besoin, mais je vous invite toujours à croiser les sources d'informations, ne pas boire pour argent comptant ce que je vous dis, même si mon but c'est de vous donner les meilleures informations et vous éclairer au maximum. Mais d'un point de vue, si j'étais à votre place, je croiserais les informations pour faire mon propre avis. Donc voilà, maintenant on va s'attarder en détail sur ce comparatif. Donc, comme je vous l'ai dit au début, le classement global, ce n'est pas pour vous dire forcément cette plateforme c'est la meilleure, cette-ci c'est la deuxième, troisième, etc. C'est selon notre avis, notre opinion. Donc, je vous invite à vraiment comprendre le détail et voir est-ce que c'est adapté à vous, oui ou non. Donc, au niveau des informations générales. Donc là, on a mis les courtiers spécialisés, les robo-advisors, c'est-à-dire que là, ce sera surtout de la gestion pilotée. Vous aurez moins la possibilité d'investir par vous-même et de choisir je vais investir sur X, Y ou Z. Ça sera une gestion pilotée. Là, on a les banques traditionnelles. Donc voilà, 3 types d'acteurs, même 4 que je n'ai pas mentionné là, qui sont les banques en ligne. Donc, c'est des banques qui ont, comme leur nom l'indique, c'est des banques, plus elles permettent d'avoir accès à des produits d'investissement. Alors que là, des courtiers spécialisés, c'est des plateformes qui, à la base, ne font que ça. Peut-être elles vont se rapprocher de la fonctionnalité d'une banque, mais leur identité, c'est plutôt des courtiers spécialisés. Là, des banques en ligne qui ont ajouté les fonctionnalités d'investissement, ça, uniquement des robo-advisors. Et ça, des banques traditionnelles qui font plein de choses. Donc, type d'acteur, c'est un peu ce que je vous ai décrit ici. Vous aurez pour être un peu plus en granularité et comprendre en détail, la banque dépositaire, c'est le cash que vous aurez sur le solde d'espèces de votre compte par qui sera détenu. Bourse Direct, Interactive Broker, Trade Republic, etc., etc. Je sais qu'il peut y avoir derrière Trade Republic, Banque GmbH, d'autres institutions. Pour avoir discuté avec le directeur France de Trade Republic, on peut avoir derrière Crédit Agricole ou d'autres grandes institutions. Donc voilà, je vous invite à creuser ça aussi en détail si vous voulez vraiment comprendre le fond de qu'est-ce qui se cache derrière la banque dépositaire. Mais banque dépositaire, c'est qui va sur où et déposer l'argent qui est non investi. Quand il sera investi, ça sera dans les titres. Je ne sais pas, si vous investissez sur Air Liquide, ça sera dans Air Liquide. Si le cash reste sur le solde d'espèces du PEA, ce sera la banque dépositaire. Maintenant, le pays du courtier, historiquement, cette institution vient d'où? Voilà, mais ils ont forcément des filiales pour avoir un PEA en France. L'année de création, donc de la société mère. En général, plus c'est vieux, plus c'est solide, mais plus c'est vieux, plus l'interface et l'UX UI de la plateforme est moins bonne. Et donc, plus c'est jeune, moins c'est solide, mais plus ça peut être simple d'utilisation. Après, petit disclaimer, Trade Republic,
c'est de 2015. Ils ont une croissance folle et c'est quand même très solide. Donc, ce que je vous ai dit, c'est des généralités. Bien sûr, ça s'applique pas de manière bête et méchante à tout, mais c'est pour un peu vous donner le raisonnement. Taille en cours, ça vous donne, du coup, ça vous nuance le point précédent que je vous ai dit, à quel point c'est gros pour avoir des plateformes qui ont été créées, par exemple, en 1978 et qui sont plus petites que les plateformes en 2015. Là, c'est pas forcément le cas, mais juste pour que vous compreniez en détail. Donc, le but, c'est d'avoir une boîte. L'année de création va ça sera un critère plutôt secondaire. C'est surtout la taille et l'encours. Plus c'est gros, plus c'est costaud. Et plus on a d'informations, plus ça montre que c'est sérieux. Après, tous les courtiers que je vous ai mis ici, c'est pas des acteurs non sérieux. Tous, ils sont régulés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, il n'y aura aucun acteur qui est là pour vous prendre votre argent et vous voler. Peut-être qu'il y en a qui ont des frais plus élevés que d'autres, mais il n'y en a aucun qui est là pour vraiment partir avec la caisse. Maintenant, au niveau de la présence internationale, est-ce que c'est des acteurs uniquement franco-français ou plutôt européens, voire mondiaux? Et la clientèle cible, les courtiers ne disent pas, nous, on va viser ce type d'acteur, ce type d'acteur, ce type d'acteur. C'est plutôt, selon notre avis, ce sera plutôt ce type d'acteur qui sera la cible de ce broker, de cette plateforme. Donc, à vous aussi de regarder, est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Ça ne veut pas forcément dire, par exemple, si vous êtes un investisseur débutant, donc là, c'est plutôt les traders, selon nous, des traders ETF multiplace, donc ETF de différentes catégories. Bah, si vous êtes investisseur débutant, ça ne veut pas forcément dire que Interactive Broker n'est pas adapté pour vous, mais il y a plus de chances que ça soit un autre type d'acteur. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est des indications, ce qu'on vous dit, ce n'est pas des vérités générales, et ce n'est pas des conseils. Si vous êtes débutant, alors forcément, c'est par exemple Trade Republic. L'ouverture minimale, c'est le montant que vous allez pouvoir injecter comme premier versement. Donc voilà, on voit que pour la plupart, c'est des montants assez faibles, sauf pour les robo-advisors qui sera plus costaud. Délai d'ouverture, en général, c'est assez rapide, mais vous voyez que ça peut prendre max 5 jours. Yes, donc en vrai, moins d'une semaine, c'est quand même assez court. Est-ce qu'il faut un compte requis, par exemple, sur tac, 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 je vais prendre un exemple d'une banque. Pour ouvrir un PEA chez BNP Paribas, il faut être client de BNP, avoir un compte chez eux. Si vous voulez absolument être chez BNP pour être PEA, mais vous n'avez pas de compte chez eux, il faudra aller en agence ou le faire en ligne, ouvrir un compte, puis après avoir le PEA. Alors qu'on a d'autres plateformes où ça sera que ouvrir le PEA. Donc voilà, si vous êtes multibancarisé et que vous voulez un PEA et juste un peu acheter une plateforme et ne pas ouvrir un nouveau compte bancaire chez une nouvelle banque en ligne ou autre, eh bien ça vous évitera d'avoir un nouveau compte qui va vous servir à rien. Les particularités, donc ça je vous invite à creuser de votre côté puisque là ça change pour chaque plateforme. Et le montant minimum des ordres, ça va être, est-ce que là, le montant minimal ça va être 80 €, là c'est juste le titre le plus faible, ce sera le montant minimal, là 50 €, etc., etc. En général, c'est des montants assez faibles, ce ne sera pas forcément un critère déterminant. Maintenant, on va aller sur les frais. Les frais, ce qui va manger votre performance nette. Si vous investissez, c'est pour gagner de l'argent. Les deux éléments qui vont réduire votre performance, ce sera la fiscalité et les frais. Et les frais, il y en a plein. Donc là, on va s'attarder sur les frais des plateformes. Il y a aussi d'autres types de frais. Par exemple, quand vous investissez dans des ETF, il y a un frais qui est lié à la gestion de ce fonds qui va être entre 0,05% voire 1% grand max. Et on peut aussi avoir sur des OPCVM d'autres frais de gestion qui vont être plus élevés, entre 1 et 2% en général. Peut-être moins d'1%, mais c'est assez rare. En général, c'est plutôt 1 ou 2%. Donc là, on va s'attarder uniquement sur les frais des plateformes sur lesquelles on s'intéresse. Donc, frais d'ouverture, pour la plupart, c'est zéro, mais on peut avoir d'autres petits frais qui vont se greffer, surtout pour les banques traditionnelles. Pour les frais d'inactivité, on est surtout à 0 €, sauf on peut avoir sur certaines banques classiques. Les frais de clôture, ils sont un peu alignés à 15 € par ligne, plus des plafonds. Ça peut se négocier, vraiment, ça peut se négocier, mais bon, au maximum, ce sera 150 €. Si vous avez un gros PEA, ce ne sera pas très significatif, mais ça peut se négocier. Ensuite, les frais sur dividendes, là, on est à 0 partout. Maintenant, les frais de courtage, donc les frais d'ordre, ça va varier selon les montants, ce qu'on va voir juste après, mais rapidement, il y en a qui s'appliquent selon un montant fixe, par exemple Trade Republic, 1 € par ordre, et voire 0 via investissement programmé, donc comment investir de manière automatique tous les mois. Et on aura aussi des plateformes qui feront comme Bourse Direct, selon l'ordre que vous allez appliquer, le frais il sera de X €, voire X%. Et donc, c'est à vous de savoir, est-ce que selon le montant que je veux investir, ça vaut plus le coup de passer chez l'acteur A, chez l'acteur B, chez l'acteur C, etc. Maintenant, des frais en ETF, donc là, il y en a 0 €, mais il y aura quand même des frais que l'émetteur de l'ETF va vous prélever pour la bonne gestion de cet actif. Maintenant, les frais au PCVM, là, la plateforme peut vous en prélever. Donc, ça varie selon la plateforme et selon les produits. Maintenant, au niveau des ordres. Donc là, ce sera surtout au niveau de votre comment vous investissez, les montants que vous allez allouer. Donc là, on a mis 100, 500, 1000 €.
Il y a peut-être des gens qui vont mettre des ordres à 10 000, 50 000, voire 150 000 one shot. On pense que c'est c'est pas le type de personnes qui vont être le plus représentatives pour les nouvelles personnes qui vont ouvrir des PEA. Donc c'est pour ça qu'on a mis selon nous les cas les plus fréquents, 100, 500 et un peu plus de 1000. Comme ça, vous pouvez vous projeter. Et donc selon les investissements que vous souhaitez mettre tous les mois, vous aurez plus ou moins les frais sur lesquels vous allez être prélevé. Maintenant, il n'y a pas que les frais à regarder, il y a aussi les produits. Si il y a des actifs sur lesquels vous avez des énormes convictions sur lesquels vous voulez investir, et que si vous n'avez pas accès à ces produits sur votre PEA, c'est dommage. Donc, déjà, on s'adapte sur le PEA classique, mais aussi le PEA PME. Est-ce qu'il est disponible? Oui, non, c'est assez binaire. Est-ce qu'on peut avoir un CTO complémentaire si on fait un peu de PEA plus de CTO et tout rassembler sur une plateforme? Donc, oui, non. Et nombre d'actions éligibles. Bien sûr, on ne va pas vous mettre toutes les actions qui sont éligibles oui, non, comme il y en a plusieurs milliers par acteur. Ça vous donne une indication de plus il y en a, plus sur cette plateforme, on va être plutôt axé débutant ou non. Moins il y en a, plus on aura les plus grosses et plus ça sera axé débutant. Et plus il y en a, plus ça sera un PEA axé geek, assez plus technique, et plus on aura de produits disponibles. Pareil sur les ETF, pareil sur les OPCV. Au niveau des fonctionnalités d'investissement, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment l'investissement programmé. Est-ce que si on veut investir tous les mois en oubliant de chaque mois de dire je veux acheter cet actif ce jour, etc. Si on veut oublier ça, on investit de manière programmée. Il y a des boîtes qui le font, il y a des boîtes qui ne le font pas. Les ordres qu'on peut faire, marché, limite, meilleure limite, etc. Pour la plupart, ils font tous, sauf pour les robots advisors qui le font pour nous. Les ordres supplémentaires, voilà, je vous invite à regarder en détail. Est-ce qu'il y a des rééquilibrages automatiques? Oui, non. Maintenant, au niveau de la plateforme et de l'expérience, ça, c'est notre avis. Et je vous invite à peut-être regarder des vidéos avis sur chacune des plateformes parce que c'est aussi à vous de vous faire votre propre avis. Je pense que toutes les informations que je vous ai communiquées jusqu'à présent, elles vous aident à savoir les grandes tendances. Est-ce que vous êtes plutôt sur ce type d'acteur, et peut-être il y en a deux, trois qui se dégagent. Pour aller plus en profondeur, je vous invite à regarder ça. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ne pas le prendre pour argent comptant et regarder témoignage de cette vidéo. Peut-être sur YouTube, regardez une personne qui vous dit mon avis honnête après X années sur cette plateforme. Regardez bien qu'il n'y a pas une mention collaboration commerciale, sinon il sera biaisé parce qu'il est payé pour promouvoir la plateforme. Donc voilà, creusez les sources, confrontez ce qu'on vous met là avec d'autres informations sur YouTube. Comme ça, vous aurez votre propre avis. Pareil pour la qualité de l'interface, je vous invite à regarder des vidéos YouTube. Est-ce qu'on peut ouvrir en ligne? Oui, non. Est-ce qu'il y a des formats de contenu éducatif? Voilà. Et notes de la plateforme, ça, c'est notre opinion personnelle. Ça ne veut pas forcément dire que si on met 6, que pour tout le monde, ça vaut un 6. C'est notre avis, on peut se tromper. On peut peut-être dans plusieurs mois se changer la note. Donc voilà, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Faites votre propre opinion. Prenez ces informations qu'on vous a communiquées, que je vous communique comme première information pour construire votre avis. Mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que je vous dis, ce n'est pas une vérité générale. Maintenant, le service client, sous combien de temps il vous répond, c'est quoi les disponibilités. Après, ça ne veut pas forcément dire que si par exemple sur Bourse Direct, ils sont ouverts du lundi au vendredi de 9 à 20 heures, que forcément, si vous les contactez à cette heure-là, ils vont vous répondre. Il y a de grandes chances que oui, mais pas forcément. Et au niveau du parrainage, il y a toute leur politique de parrainage, la note Apple Store, le nombre d'avis Trustpilot, et donc la note de Trustpilot plus le nombre d'avis. Ça, je vous invite aussi à regarder et surtout à regarder les commentaires, on va dire 1 étoile ou 2 étoiles sur Trustpilot. Ça ne veut pas forcément dire que sur toutes les plateformes, il y aura des gens, sur toutes les plateformes, pardon, il y aura des gens qui sont mécontents. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours plusieurs personnes qui n'auront pas de chance, même si la plateforme fait le meilleur job de tous les temps, il y aura toujours des gens qui n'ont pas de chance. Donc, je vous invite à regarder les avis négatifs de ces plateformes pour revoir est-ce qu'il y en a beaucoup, plus est-ce que c'est souvent les mêmes avis qui reviennent. Si c'est que des cas isolés, c'est juste que ces personnes n'ont pas eu de chance. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas avoir ces problèmes. Juste ces personnes, pour moi, n'ont pas eu de chance. Si c'est le même problème qui revient tout le temps, il y a de grandes chances que si vous êtes sur cette plateforme, vous allez pouvoir rencontrer ce problème. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez l'avoir, mais il y a une probabilité plus forte que vous le receviez. Voilà le nombre d'avis et les forces et les faiblesses principales pour chaque plateforme et l'indice coût-valeur. Est-ce que ça vaut le coup pour nous, oui ou non? Ça, pareil, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est différent sur chaque plateforme. Donc bref, comme je vous l'ai dit, ce comparatif, vous allez pouvoir le trouver en description de cette vidéo. Le but, c'est que j'ai vraiment essayé d'être clair, efficace. Cette vidéo va durer entre 25 et 30 minutes. Je vous ai rassemblé l'ensemble des informations. Le but, c'est que vous fassiez votre propre avis. Et si maintenant vous voulez investir, pour moi, il y a deux façons de le faire. Soit vous êtes débutant, que vous voulez comprendre et apprendre en détail et passer le temps de tout comprendre.
et que aussi vous voulez investir, je ne sais pas, 100, 500 euros par mois, voire ouais, c'est entre 100 et 500 euros par mois, dans ce cas, regardez des vidéos YouTube, fouillez à gauche, à droite, des blogs, des vidéos YouTube, des posts LinkedIn, etc. Vous allez être servi, vous allez comprendre par vous-même. Si maintenant, vous voulez investir plus d'argent et que vous voulez aller plus vite et pas passer des heures, des semaines, des mois à tout comprendre, parce que là, ce que je vous mets là, peut-être il y a des choses que vous ne comprendrez pas et qui vont me prendre beaucoup de temps pour le comprendre. Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez investir des plus gros montants, que vous voulez avoir un autre avis, comprendre en détail ce qu'il faut faire et aller plus vite, nous, on a un accompagnement dans lequel on aide les particuliers français à investir leur argent, à savoir c'est quoi les meilleures plateformes, donc sur chaque enveloppe fiscale, à savoir comment on construit une stratégie d'investissement en actions, en obligations avec différentes classes d'actifs. On ne va pas vous dire comment faire un décès en ETF. On va vraiment vous expliquer comment construire un patrimoine sur des actifs mobiliers, donc actions, obligations, crypto, bref, plein d'actifs qui sont liquides en bourse, qui sont des valeurs mobilières plutôt. Et on ne va pas s'attarder non plus à de l'immobilier physique, qui ça est hors de notre champ de compétences. C'est une notion qu'on maîtrise un peu moins. Donc bref, donc si vous voulez construire votre patrimoine sans passer des journées entières, voire des semaines à regarder toutes les vidéos YouTube et vous avez des montants investissables assez costauds, je vous invite à prendre un rendez-vous avec une personne de notre équipe qui va vous dire est-ce qu'on peut vous accompagner, oui, non, selon quelles conditions. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à prendre un rendez-vous dans la description. Il y aura aussi le lien de notre site web. Comme ça, vous allez pouvoir creuser en détail on est qui, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on a pu bosser. Comme ça, vous ferez votre propre avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'ai vraiment essayé d'être le plus clair et compréhensible possible. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué X, Y, Z dans ce comparatif que c'est une vérité générale. Croisez vos sources d'informations. Et voilà, donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez aller plus loin avec nous, je vous invite à prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description.